Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Alors, c'est un autre rendez-vous de l'heure du conte. On se retrouve pour une autre semaine. Le temps des fêtes est un peu, donc, encore dans notre ambiance. Hein? Jour de l'an, très bientôt, évidemment. Et puis, ben, on en profite pour vous en souhaiter un très beau temps des fêtes, effectivement. Hein? C'est le cas de le dire. On ne l'avait pas fait à la dernière émission, mais là, on va le faire ce matin. Je veux juste justifier aussi, Jean-Claude, que la dernière, on avait gardé ce visuel-là en pensant que nous aurions le temps. Mais avec tout mon bavardage, mon reel de Sainte-Anne, puis ma miche, puis tout le bazar, je t'ai retardé un petit peu dans ton compte, tant et si bien qu'on avait un visuel un peu, bon, je ne dirais pas agressant, mais un peu sombre hein, par devant ici. Mais là, aujourd'hui, là, ça va y être. Là, hein? On va le décacher, puis on va expliquer ce qui se passe. On va le décacher ça. Dès maintenant, là, autrement, on va avoir des problèmes. Alors, c'est la grande révélation. Hein? Bon. Le grand déploiement. Oh! Que c'est beau. Parce que le Tupol, ça ne sera pas long, là, on va voir ça dans quelques pages. Tupol, il va mettre en pratique son métier de mesureur. François va l'amener en forêt pour qu'il puisse mesurer où est-ce que les gars bûchent actuellement. Parce que ça va être très simple à expliquer. C'est des équipes de 5 hommes qui bûchent les maîtres chemins. C'est à partir de là qu'ils vont bûcher sur l'autre sens, après ça, quand les bûcherons vont arriver. Jean-Claude, excuse-moi, mais j'ai oublié quelque chose. Ah oui. Je voulais dire à nos auditeurs, nos téléspectateurs, qu'à la dernière émission, on a annoncé le tirage éventuel de tes 5 ouvrages. Oui. Okay? Bon, au moment où on enregistre, malheureusement, on ne connaît pas encore le nom de la gagnante ou du gagnant, mais lors d'une prochaine émission, on vous reviendra là-dessus. On n'y manquera pas pour vous dire, évidemment, que quelqu'un l'a gagné, mais... On vous dira qui, on vous dira si la personne a reçu ses livres, si vous avez eu le temps d'être dédicacé, etc. Mais je voulais qu'on le précise, parce qu'au moment où on se parle, on ne l'avait pas signifié. Tu sais? T'as raison. Alors, excuse-moi, mais il fallait le dire. Fallait le dire, on sait bien qu'il fallait le dire. Et là, on en est rendu à notre mesureur, et puis... Non, mais il faut que j'explique ici là, pourquoi est-ce qu'on voit un cheval de même qu'on voit du bois en longueur. C'est parce que Boss François a appris ça, lui, quand il est arrivé, il a commencé à être contremaître dans le bois. Il y avait des équipes qui venaient de Saint-Émilie, de l'Énergie, qui travaillaient comme ça, 5 hommes ensemble. Un qui abattait en forêt, un homme qui conduisait le cheval, qui skidait le bois, puis un autre qui restait souvent là pour rebrancher. Après ça, il y avait 2 grands gars qui chiaient à l'Indenne, qu'on appelle. À l'Indenne, là où on accumulait le bois. C'est ça. Puis, à côté, il y avait quelqu'un qui cordait. Fait que si on a mis un cheval là, comme ça, vois-tu, ça serait, tu passes tes morceaux-là en dessous. T'as raison. Ah, c'était juste qu'un appariteur, en plus d'avoir... qui connaît le métier. Ouais. Et puis ensuite, ça fait rouler le bois sur ça. Bon, puis tu peux tirer un peu. peu. Ces 3 morceaux-là m'ont avancé le cheval, On mais y tu va. vas comprendre. On va comprendre la mesure. Allez. Bon. Bien, ça y est. Je suis détaché, là. Oui, détaché. Mais je vais faire avancer avec toi. Bon, Okay? on va avancer, là, on tout va faire ensemble, avancer. là, puis bon. Écoute, ça tient pas, là. Mais laisse-le tomber là-dessus, là, pour vous montrer qu'on peut chier. Tiens. Comme ça. Tire l'autre ici, là. Tire un skid là, bon. Comme ça. Et bon. là, ça permet... Pèse dessus, il m'a fait avancer à ce livre. Bon. Et voilà. Puis là, c'est là qu'on sciait. L'outil. Hein? Un chiotte de 4 pieds avec lequel on mesurait. Qui a la mesure d'un bout à l'autre pour les longueurs. À côte avec l'intérieur de ta lame, là. Oui, comme ceci. Commence par ici. Ah, tu veux qu'on commence? Commence par là, puis donne un coup avec la manche, là. Oui, pour faire une marque. C'est là que ça fait une marque, c'est là qu'on scie. Ça va manquer, mais je passe fort. Mais disons que c'est là. Et bon, puis là, il y avait un homme qui accompagnait le cheval. Voici l'homme. En passant, là, ces hommes-là, c'est mes personnages, c'est Mme Thérèse Audette, la femme Albanie Labranche, qui les a habillés, comme vous voyez là. Bien au là, chaud. Ils sont habillés en hiver, chaudement. Bien au chaud. Et alors que dans notre compte, là, ça, il pourrait être moins habillé un peu. On va le mettre là, comme si c'était lui. Et voilà. Voici bon, le scénario. J'ai échappé mon crochet à terre, là, il y en aurait un qui corderait vis-à-vis de toi, là, puis l'autre chierait avec lui à l'autre bout. Là. Bon, puis un de l'autre côté bon, qui fait office de tireur. Ouais, puis un qui pousse. Bon, chacun tire, non, il y a un chiotte lui-même de l'autre côté, mais je n'avais pas 2 des chiottes. Bon, voilà. OK.
Alors, ça donne à peu près le scénario. C'est le scénario. Messieurs, dames, vous comprendrez qu'on n'a simple. pas eu le temps de faire plus que ça. Mais un bel effort. On va arranger ces chaînes-là chez nous hier soir. C'est mon fils Éric qui m'a aidé à percer ça puis à ajuster tout ça. Ah, il y a des hommes qui nous écoutent, là, qui ont fait ça, là, hein, parmi les gens qui Si sont... en l'Indenne, mais j'en connais des vieux monsieur Des donc, qui ont dizaines, 80 des ans et dizaines. plus. Alors, c'est un souvenir pour eux, là, mais il y en a plusieurs qui ont pratiqué ça. Mm. Alors oui, c'est bien reconstitué avec cette maquette, Jean-Claude, bravo. Mais C'est très, laissons très ça beau. là, les On gens laisse vont voir ça. Là. Ouais. Laisse-les de nos- bout, ils vont avoir moins l'air de des morts. Donne-moi un, cote-moi un après le cheval. Là, bon. Ils sont fatigués, Jean-Claude. Pour Ah ça, ouais. Cote un autre après le on cheval. en a côté bon. un là. Bon. C'est parce qu'ils sont Puis à fatigués. 601 sur Waugin, bon. Et voilà. On travaille bien, hein? Regarde ça. C'est pareil- du grand. pareil Regarde comme même en radio, Le quoi. chiotte à côté après ça. C'est OK. pareil comme à Radio-Canada, mais c'est Radio Saint-Paul. TVCO, allez, ça marche. On Euh, est rendu à Saint-Joachim avec tout ça, là, à la côte, là, à la croisée, là. Oui, puis ils ont passé, puis les gars, ils ont vu le Jeep là. Puis là, ils sont rendus au camp en haut, eux autres. Puis là, ils ont tout raconté ça à François, là, qui vient de le voir. Puis là, François, il dit, maman, il me compte ça, il est resté le Jeep en bas, là. Mais c'est à Jeep-là, shit, là, ce qu'il fait là, lui, d'abord, là. Ben, c'est les deux autres polices qui cherchent toujours les mêmes gars, Fittipaldi, avant de lui raconter ce qu'il venait de se passer depuis leur arrivée. Mon homme, puis François, ça veut dire qu'on va avoir cette race-là d'un jambe, là, tout le temps du bûcheur. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est tant mieux de répliquer Tipol avec son assurance. Et d'ajouter, pendant qu'ils vont chercher ici, là, ils ne chercheront pas là, chez vous. Ben oui. Oui, ils sont là. Il avait raison, hein? S'ils sont ici, ils sont pas ailleurs. T'as bien raison de lui répondre, François, avant de s'asseoir à son bureau et de se demander au camionneur s'il restait souper. Ben, rendu à l'heure qu'il est, là, si je mange pas, on m'a passé en dessous de la table chez nous, certain quand je vais arriver, de répondre le grand camionneur. L'appel pour le souper retentit et nos trois amis de se diriger vers la cuisine. Ils étaient tous juste assis à leur place que les deux grands policiers firent bruyamment leur entrée. Ils montèrent jusqu'en avant jusqu'au gros chef pour se retourner. Et l'un d'eux demanda, « Avez-vous vu ici, aux alentours, quelqu'un qui ressemble à ceci? » Ils s'approchèrent des hommes qui, un à un, à mesure qu'ils voyaient le portrait robot, disaient non de la tête. « Merci, excusez-nous. » On part avec ça. Merci. Et il sortit. Après que François eut entendu la Jeep s'éloigner, il dit à ses compagnons, « J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser. On va les avoir des jambes encore longtemps. » « Oui, » de répondre le grand camionneur en se levant. « Mais, ajouta-t-il, je recommencerai la même chose demain matin, moi. » Ah oui. Pas de regret. Ouais. Puis il salua et remercia le chef avant de sortir avec ses deux amis pour monter dans son camion et retourner vers la ville. « Descends-tu coucher chez vous? » questionna Tipol. « J'ose pas, » de lui répondre François. Avant d'ajouter 2 soirs de suite, là, ça pourrait semer des doutes. « T'as raison, » dit Tipol. Puis pour lui demander, « As-tu des papiers à te lasser? »« Oui, viens, elle m'a t'en donné. Puis je vais t'expliquer quelque chose. »« OK, boss, je te suis. » Fin de journée très chargée. Et les deux hommes, après avoir salué le chef et lui faire un clin d'œil, et un signe de tête positif, rejoignirent le camp des patrons. Tipol ouvrit son journal, tandis que François sortait les papiers de ses poches et essayait de les démêler. En date du 7 septembre, 1942, notre jeune mesureur inscrivit ces quelques lignes seulement. Ma deuxième journée au camp fut très mouvementée et j'ai appris beaucoup en visitant les alentours avec Paul Baillargeon. « As-tu fini? » lui demanda son patron. « Oui, » lui répondit Paul en refermant son grand cahier. Et il s'approcha de son patron qui, tout de suite, commença à lui expliquer. « Ça, c'est la liste des gars qui bûchent les chemins d'hiver. Le bois est pas mesuré pantoute. Mais les noms sont écrits sur chacune des piles. Et il continuera demain matin. Tu viens avec moi.
Tu vas tout mesurer ça, là, puis connaître les gars. Ben, j'en connais déjà plusieurs, de répondre le jeune mesureur avant d'ajouter. Hier soir, le chef est venu me chercher, puis il m'a fait jouer de la musique au camp des hommes. Je l'ai suivi, puis on a joué toute la veillée. Je me doute que tu vas connaître tout le monde par le nom, ça sera pas long, là, de expliquer le patron avant de le laisser travailler afin qu'il puisse mettre à l'ordre tous ces petits bouts de papier froissés. Et le jeune mesureur de travailler minutieusement pour ranger tout ce fouillis de papiers épars. Son patron l'avait laissé sous prétexte d'aller voir le chef à propos des lunchs. Lorsque François revint, tout était parfaitement rangé. Le jeune mesureur avait commencé à défaire son lit dans le camp voisin. Son patron frappa à la porte. « T'es déjà prêt à te coucher? »« Oui, lui répondit-il, j'ai trop de choses à ajuster dans ma tête et d'ajouter, je ne jouerai pas de violon ce soir. »« C'est bien d'abord, pose-toi. Pose-toi comme il faut, de répondre François avant de lui souhaiter bonne nuit et de regagner son camp. Paul, les yeux grands ouverts, vit se dérouler dans sa tête chacun des nombreux événements des 2 derniers jours. Il s'endormit en disant que son ami Léo en faisait autant en forêt, où Marie-Blanche l'avait conduit. Et c'est ça qu'on voit ici, une nouvelle cachette pour Léo le fugitif. On change de place. En effet, le fugitif se sentait très à l'aise en suivant sa nouvelle bienfaitrice vers la cachette où elle le conduisait. Allègrement, elle le précédait vers le vieux camp de bûcheron, abandonné depuis plusieurs années. Lui, chargé du pack-sac des provisions de couverture et de linge de rechange qu'elle lui avait préparé, dis-je bien, la suivait presque sur les talons. Ils y arrivèrent bientôt au vieux camp, en bois rond, adossé à un coteau abrupt. Il surplombait une coulée dont les 2 versants, comme des barrières protectrices, la protégeaient des intrus. Il ne put s'empêcher de dire à Marie-Blanche, « Merci, c'est la plus belle cachette au monde. T'as raison, tu vas être bien ici de bas. » fit Marie-Blanche avant d'ouvrir son pack-sac. Et d'y prendre la couverture et de l'aider à faire son lit. « Laissez-moi faire le lit, dit le jeune homme. Je peux me débrouiller tout seul. » Oui. Ben, tu as tout ce qu'il faut, répliqua Marie-Blanche. Des allumettes, de la nourriture, du linge chaud. Bonne chance, ajouta-t-elle en prenant congé. 1000 fois merci, dit le jeune homme. Et remerciez pour moi votre mari, Paul et les autres. Ici, je suis en sécurité, lui dit-il, tout fier. Bonjour et merci encore, lança-t-il, alors que sa bienfaitrice s'éloignait déjà, sans faire de bruit. Tu sais que les Indiens, comment ça marche en forêt. Ils ont des petits mocassins, puis ils pètent les pieds à la même place. Ils amènent une branche qui craque, tu les entends pas venir, tu les entends pas marcher. Le jeune homme finit de ranger ses choses et sortit se chercher de l'eau au petit ruisseau qu'il avait traversé quelques centaines de pieds plus bas. Il en profita pour reconnaître un peu les alentours. De très nombreuses pistes de lièvres parsemaient le sous-bois, et il remarqua aussi 2 couvées de perdrix en arrivant près du petit ruisseau. Enfin, il pouvait respirer plus librement. Déjà, son poignet cassé lui faisait beaucoup moins mal, grâce au bon traitement que lui avait prodigué Grand Paul. Il alluma le vieux poêle avec des brindilles qu'il avait recueillies, et y plaça la vieille bouilloire toute jaunie, bien remplie d'eau fraîche. Léo s'allongea sur son lit, après avoir avalé une des aspirines que lui avait donné Boss François la veille. Quelques instants plus tard, il dormait déjà à son tour. Fait que là, on comprend qu'ils dorment tous les deux, chacun à 2 places différentes. On comprend qu'on arrive à la fin d'un chapitre, rendu ici. T'as Okay. tout compris. Alors, bon, ça va nous permettre de faire une petite pause commerciale. Ça tombe à point nommé. OK? Et puis, on se retrouve au retour de la pause pour la suite de ton récit. Avec Paul Lajoie, mesureur. Avec Paul Lajoie, le mesureur. À plus tard.
Alors, on est de retour à l'heure du conte. On se disait il y a un instant, Jean-Claude, qu'on commence un nouveau chapitre, le 5e de ton récit. C'est ça. Alors, on avance, là. Hein? On Paul avance quand Lajoie, même. mesureur, le jour 1. Bon, On commence? on commence. Quand vers 5h30... Ça, Paul Lajoie, là, c'est un gars de la Côte-de-Beaupré, ça? Un Un gars de gars Baie-Saint-Paul. de Baie-Saint-Paul, OK. C'est le petit protégé à Mme Germaine. OK. Il faut se rappeler, là, les Il faut se personnages. rappeler là. de ça, que son père avait une terre, le voisin d'où restait Germaine. D'accord. Puis il est arrivé là tout à fait par hasard, dans le temps des fêtes, en 1935. Son père avait demandé à Mme Germaine, « Ma fille vient des États-Unis, qui reste aux États-Unis depuis 10 ans, vient se promener. Tu pourrais-tu aller voir à la maison pour essayer de nous nettoyer ça un peu? » Puis c'était Arthur, puis le gars des éboulements, là. Arthur, justement, puis Léopold. Il avait vu ce petit jeune homme-là, maladif, tout frêle, Ah oui. assis dans la maison tout seul, qui essayait de gratter sur son violon. Puis là, Arthur avait dit, ça n'a pas de bon sens de laisser un enfant tout seul de mettre dans une maison. Viens-t'en avec nous autres. Viens-t'en avec nous La part de autres. ça, c'est pas de même, tu vas apprendre à jouer du violon, on va te montrer. On va te faire quelque chose. Bon. OK. On s'entend? On s'entend. Oui, Ça a le- situé ce que tu as dit Le là. personnage est Ton resitué. questionnement est important. Quand, vers 5h30, le lendemain matin, François vint frapper à la porte du camp des mesureurs, il fut très surpris que petit Paul lui demande d'entrer. « T'es déjà prêt à partir? » « Oui, de répondre le jeune mesureur, bien habillé et bien botté, papier, crayon d'une main, baguette de mesureur et marteau de l'autre côté. « Laisse-le un peu ici, l'a dit François. On va commencer par aller déjeuner, puis prendre nos lunchs. Après ça, je vais te montrer pour commencer où tu vas mesurer. Viens, allons manger. Tu dois avoir faim. » « C'est pas le mot, de répondre le jeune homme avant de le montrer. C'est la faim qui m'a réveillé. » Et ils se dirigeaient tous les deux vers la cuisine, où déjà plusieurs bûcherons arrivaient en courant. Si Paul avait déjà avalé son plat de gruyot sans lever la tête de l'assiette. Il prit ensuite une grande rôtie qu'il beurra soigneusement avant de lui ajouter une bonne épaisseur de croton. « C'est vrai que tu te mourrais, » de lui dire François, qui le regardait s'empiffrer depuis leur arrivée. Entre deux bouchées, la bouche encore pleine, il lança. « Je commence à prendre le dessus, là. » Bon, on va l'avoir. Et François de lui répondre. « Ce que tu fais là, c'est des plans pour te rendre malade. Fais-moi plus ça, là, t'as compris? Le soir, avant de te coucher, là, si t'as faim, va voir le chef par la cuisine, il va t'en donner du manger. » Et il ajouta encore, « Fais-moi plus d'affaires de même devant le monde, tu me fais honte devant les autres. » Ben oui, mange comme un homme, mange comme quelqu'un de... Oui. Si Paul l'a bougé, il lui répondit, « OK, François, j'ai compris. » François l'a cherché à l'heure de lunch comme monsieur le chef et retrouva son jeune mesureur qui se frottait l'estomac. Vous savez ce qu'il venait de me là? Ça avait du fer en moton. Des crotons par-dessus le beurre, Ouais. puis du bon pain, c'est sûr, c'est riche. Mais c'est pour un bûcheron, ça peut aller, là. Tu sais, Un gars qui est dans le bois, un gars qui est dans c'est le bois, là, il est capable de faire passer ça. Il en parle, justement. « Viens-t'en, lui dit-il, avant de la goûter. Avec tout le bois que tu as mesuré avant midi, là, t'en devenir, tu vas voir qu'il va partir en descendant. » Voilà. Et ils partirent tous les deux à leur camp respectif. Et 20 minutes plus tard, ils étaient dans une pile, devant une pile de bois de 8 pieds de haut, sur peut-être 150 pieds de long. Quand tu auras mesuré ça, là, il y en a 6 autres sur le même chemin. T'as de l'ouvrage qui t'attend. Si Paul restait là sans maudire. Puis, en voyant partir François, sa hache à la main, il demanda, « Tu me laisses tout seul? » « Ben oui, de répondre l'autre et d'ajouter, « C'est toi le mesureur? Ben mesure. » Puis en repartant, François ajouta, « Je m'en vais plaquer. Je reviendrai probablement luncher avec toi midi. Salut! » Plaqué, encore une fois, ça, c'est pour désigner les arbres qui ne sont pas sains pour aller à l'usine. Hein, c'est ça? Non? Non, c'était Non. proche de ça. C'est marqué à des arbres avec une hache, là, Oui. pour où chacun des autres bûcherons vont passer. OK, c'est bon. Ça, c'est un chemin pour toi. Ça, c'est ta largeur à aller à l'autre plaque, l'autre bord. C'est ça que tu veux. Des désignes des sentiers, des espaces. Exactement. OK.
J'ai jamais bûché de ma vie, hein. Alors c'est pour ça qu'il faut que le... Ben, tu fais bien de demander. C'est-à-dire, j'ai bûché pour gagner ma vie, mais j'ai jamais bûché. Oh, il est subtil, le monsieur. Il a bûché, mais pas avec un hache. Voilà. Comme tout le monde bûche. Ouais. Le jeune mesureur hésita quelques instants, dis-je bien, puis, baguette de 8 pieds à la main, il commença son travail. En effet, la hauteur était constante. Et les 15 mesures qu'il compta, et il l'inscrivit dans son calepin, lui donnaient 120 pieds, c'est-à-dire 30 cordes. Ensuite, il fit le tour de la grande pile, tout en crayonnant et en martelant le plus de bois possible, le plus de bûches possible, dis-je bien. Il refit le tour encore une fois, cherchant les défauts du vilain bois, de la colle, comme on disait dans ce temps-là, Oui. pour employer son langage. Mais il n'en trouva pas. Il continua de regarder, de se demander d'où venait le bois de ce bel empilement parfaitement rectiligne. Après avoir tout inscrit minutieusement dans son calepin, il ramassa son pack-sac et se dirigea vers le prochain empilement, peut-être 2 arpents plus loin. Quand il y arriva, il constata encore la qualité exceptionnelle de ce bel empilement, de cette fois-ci 18 coups de baguette. Ouais. C'est-à-dire, Oui. non. Non. C'est-à-dire 144 pieds de longueur. Il vérifia encore la longueur, il écrivit 144 pieds dans son calepin et dans l'espace suivant 36 cordes. Hey, Jean-Claude, une petite parenthèse. Je présume que c'est un facteur quand même important, l'art d'empiler son bois. Pour les mesureurs, là, du bois qui est mal placé, là, il y a des pertes d'espace. Hein? Alors, je présume que c'est un facteur qui était considéré de façon importante. C'est certain que les mesureurs, quand ils voyaient des trous comme ça, Oui. et ils en tenaient compte, tenaient puis compte. ils faisaient des déductions. Des déductions. Ah. Alors que là, petit Paul, il n'a Il avait- jamais vu de sa vie du bois aussi beau, aussi sain, parfaitement cordé, des belles piles rectilignes, 8 pieds de haut, Pas trop de 140 fente, pas pieds. trop de fente importante. Bien cordé. Bien cordé. Bien cordé, ça fait que ça voulait dire savoir corder. Mettre la bûche qu'il fallait pour boucher le trou. Boucher le trou. Le suivant. C'est ça. Pas mettre une grosse bûche, c'est un petit trou là, pour laisser un trou grandement. Ouais. Faisait pas ça. Merci. Bon. Tout en faisant le tour de l'empilement pour la 3e fois, il crayonna et martelant bon nombre de billes sans trouver de déduction à faire. C'est là qu'il commença à se questionner. Comment un gars tout seul peut arriver à faire du bel ouvrage comme ça? Il ne comprenait pas ça. Il pensait que c'était un qu'un gars qui bougeait. Il était minutieux. Ouais. Ben oui. Il n'y comprenait toujours rien, il se dirigea vers le prochain empilement. Celui-ci, beaucoup plus éloigné qu'en étaient les 2 autres. Cette fois-ci, il compta 22 coups de baguette, soit 196 pieds. Il vérifia comme il avait fait aux autres empilements et inscrivit 44 cordes. Il ne comprenait toujours pas comment il se faisait qu'il se trouvait jamais de vilain bois dans ces belles grandes cordées. Il s'assit alors et mangea sa pomme en continuant de se creuser la tête. Sa collation terminée, n'ayant toujours pas de réponse à son questionnement, il reprit ses outils et se dirigea vers le suivant. À la 4e cordée, il compta 20 coups de baguette de 8 pieds, et soit, dis-je bien, 160 pieds. Et dans la manche suivante de son calepin, il inscrivit 40 cordes, quand il n'avait trouvé aucune déduction à soustraire. Il revérifia hauteur et longueur, martela et crayonna plusieurs bûches, et continua vers le prochain empilement, toujours sans avoir rien compris. Il travailla de la même façon à cette 5e pile, de beau bois cordé, droit comme un mur. Après avoir compté 21 coups de baguette de l'autre côté, il revint par l'arrière et obtint la même mesure. Il inscrivit donc 168 pieds, soit 42 cordes. Il arrivait au 6e empilement. Il crut entendre des voix, mais il n'y prêta pas attention. Il commença à mesurer cet autre bel empilement, cette fois 184 mesures de 8 pieds qu'il inscrivit dans son calepin, soit 172 pieds pour inscrire ensuite dans l'autre colonne 48 cordes de 4 pieds. Encore des vérifications du crayonnage du marteleur pour finalement rien trouver.
En approchant du dernier empilement, il entendait distinctement des voix d'hommes. Quand il y arriva, il vit d'abord deux grands gaillards. Des costauds, là. Ouais. Et deux grands gaillards qui maniaient rapidement leur chiotte sur de longues billes étendues sur le travers, et un autre qui cordait minutieusement les billes qu'il venait de scier. Il salua les trois hommes qui s'arrêtèrent de travailler et de leur dire « Là, je comprends pourquoi les empilements sont aussi bien faits. » Nous autres, mon petit gars, lui répondit l'un des sieurs, on est une équipe de 5. Un qui abat en forêt, un qui se guide avec le cheval, puis un qui aide à ébrancher le bois qui nous arrive. C'est le boss François qui nous a montré à travailler comme ça quand on bûche un maître chemin. Il continua d'expliquer que François avait appris cette méthode de gens qui venaient de Saint-Émile de Joliette, alors qu'il était jeune contremaître et son compagnon d'avouté. C'est la 10e année qu'on bûche pour Abitibi avec boss François. Là. Nous autres, continuons celui qui cordait. Quand on a une pile de 40 cordes, là, ben on est certain que les mesureurs vont nous donner la même chose. Mm. C'est pour ça que je reviens trouver à coller, de répliquer Tipol. Non, reprit le même homme. T'en trouveras pas non plus, là. Si un arbre est creux, là, le bûcheux le coupe en bout, puis il reste dans le bois. Et si tu arrives dingue du bois, tu es bien ça. Ça, les jobbers, ils aiment bien ça. Bon. Du monde qui travaille de même. C'est ça. Ouais. Au même moment, le cheval arrivait, tiens, et moi, tu es chanceux, hein? On arrive avec le cheval. Au même moment, le cheval arrivait avec 2 arbres en longueur bien débranchés. Là, tu as 4 arbres à cause qu'ils avaient été coupés en 2. Ils avaient été coupés en 16 pieds. Parce que des fois, ils étaient croches, puis ça allait mal pour le. Ah, ceux-là, le ils cheval sont qui bien ressort. droits. Bon, c'est exactement ça. Il y en a un qui sciait là, l'autre sciait à l'autre bout, puis l'autre cordait ici, est en avant de toi. Il nous manque un crochet. Mais il tombe à terre, là. Il est tombé à terre, là? Bon, OK. Il va voir tantôt. Ah, il est là. OK. Tu le vois, tu le prendras si t'es capable. Ouais, puis là, avec 2 arbres en longueur, il vient de bas. Oh, bon, wow, t'es rendu, là. Lui dit son maître, tandis que un des sieurs lui tendait une croûte de pain. Le charretier détacha les 2 longues chaînes sur le devant de la scie et commanda le cheval. Avance un pas, Bob. Bob avait avancé un pas, puis les billes avaient tombé à terre, comme on a fait Comme on a fait tantôt, là. Bon. Il défait les chaînes. Et le cheval d'obéir, d'avancer de 2 pas, de s'arrêter pour laisser tomber les 2 arbres sur les skis, les travers qui les empêcheront de porter directement sur le sol. Quand le charretier eut bien enroulé les chaînes autour des catins, il prend une chaîne puis il roule ici. Là. Après ça, là. Ouais. Ouais. Hop, excusez, monsieur. Les chaînes autour des catins de Leslie, et il ordonna au cheval d'aller tourner au bout de la cordée. Va te tourner, va. Et le cheval part dessus. Ah, ils sont habitués. Et la brave bête d'aller tourner au bout de l'empilement et de revenir vers son maître, il le caressa et le précéda un peu plus loin pour le faire boire quelques gorgées, lui offrir sa portion d'avoine et un bon galeton de foin. Les 2 sieurs avaient tout juste terminé tous leurs traits, quand arriva celui qui abattait en forêt. Jean-Claude, les chevaux là, qui travaillent dans le bois comme ça, là, ils font des bonnes jobs. Hein. L'endurance est limite, à un moment donné, quelque part aussi. Hein. On voit dans le temps d'une paix, par exemple, je ne sais pas si c'est bien fondé, là, qu'on leur donne de temps en temps là, des portions de nitro. Là. Est-ce que mais on faisait ça avec des chevaux qui charroyaient. Charroyais. Celui-là, là. Oui, mais ça, c'est leur cheval. Ces gars-là, là, c'est leur cheval à eux. OK. Il n'y a pas de danger qui donne une gorgée de remède. Une gorgée de remède de cette nature-là, en tout cas. Non, aucun danger. Bon. C'est important parce que quand même, les chevaux, c'est en moins d'endurance qu'un humain. Oui. Pour dire à long terme. Là. Exactement. C'est très important ce que tu viens de dire là. Ça, c'est des chevaux modèles. Ils sont 5 qui font ça, ce job-là en forêt. Là. 5 hommes qui ont leur cheval personnel. Puis tu as dû voir que les guides, les cordeaux du cheval, il les a sur le dos. Il les a sur le dos.
Ben, il travaille à la parole, le cheval. Moral idée. Avance, Bob. Ben oui. Avance, un pas. Va te tourner là-bas. Viens-t'en, Il viens. connaît sa job au son. Au son. Au son. Bon. Ce qui m'amène, Jean-Claude, j'ai pas encore une fois le bon rôle, mais on est rendu top. Top chrono. Ben, c'est à pause comme du diront midi, l'autre. là. Ben, on est rendu à pause, mais on en fait une, nous autres, là. On va Hein? te le dire, on commencera par ça. Non, Que- parce qu'on n'a plus le temps. On commencera avec ça, la pause, OK? Parce que là, le temps est compté. On se retrouve. On se repose. On se repose, là. Puis on se retrouve, hey, vous êtes obligé de le dire, hein, c'est la fin. Puis on se retrouve l'année prochaine, Jean-Claude, ça se peut-tu? Hein? On se retrouve l'an C'est pour prochain. ça que je voulais avoir un point de repère, mais Ah il veut ben pas. ouais. Ah ben c'est pas moi qui veux. Regarde Maxime qui me regarde avec les gros yeux, là. Alors, non, blague à part, c'est vrai. Alors, il faut dire bonjour On à s'en nos vient à gens. la télévision pour faire une émission, puis on se fait dire qu'on revient l'année prochaine. Tu veux que je te dise de plus? Hey, on se retrouve en 2018, les amis. Puis Jean-Claude, ça me fera plaisir de te retrouver l'an prochain. Même si c'est pas si lointain que ça, mais ça va être une autre année. Puis on en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2018 en passant. En tout cas, moi, je veux vous dire ça. Puis C'est Jean-Claude, ça. J'accompagne ces vœux-là, messieurs, dames. Passez une très belle fin de l'année. Puis tâchez de passer une belle année 2018 sans maladie, puis sans misère, puis sans problème. Bonjour, on se retrouve nous après. autres, on se retrouve avec la suite du récit l'année prochaine. Je Salut tout le voulais monde. dire À que bientôt. c'est un mandoline qui arrivait. Mandoline arrivera dans un an.